Ça va certainement un peu trop vite, ça c'est sûr. Après, voilà, j'espère que vous pouvez écouter sans trop de difficultés là, parce que... Est-ce que vous avez des questions? Alors, je ne vous entends pas du tout, donc je ne sais pas si c'est parce que je vous entends pas ou si c'est parce que... Vous m'entendez là? Oui, oui, oui. Ok, non, mais du coup, c'est juste qu'on n'a pas de questions. D'accord. Bon, mais j'insiste, c'est compliqué hein, ce chapitre, donc il faut vraiment, je ne sais pas si tout le monde a eu le temps de vraiment se plonger dedans, mais notamment la fin avec les ondes, il faut que vous pensiez à faire l'analogie avec votre cours sur les ondes et notamment sur les ondes stationnaires dans les cordes vibrantes. Hein. On a ça un petit peu plus loin là. On voit notamment la forme des fonctions d'ondes qui sont solutions, qui permettent de faire une analogie, même si l'analogie va être rapidement éteinte, hein, c'est juste une analogie calculatoire, mais au moins avoir quelques réflexes vis-à-vis des situations que l'on a déjà rencontrées dans les cordes vibrantes accrochées aux deux extrémités. Alors, il faut retenir dans la partie fonction d'onde le fait que cette fonction d'onde a un lien avec la probabilité de présence de l'électron dans une certaine zone de l'espace. D'accord? Donc, autrement dit, ceci, ici, ce que je vous ai montré au tout début, hein, la définition de la fonction d'onde, et en particulier la probabilité de trouver la particule dans un volume dV autour du point M qui est donné par cette relation. Ça, c'est important. Deuxième chose importante, alors au passage, vous avez fait un petit peu de proba en maths ou de densité de probabilité? On a fait un peu de proba, oui. Ouais, ça vous dit quelque chose, la normalisation, là, la condition de normalisation? Non. Alors, ça, c'est juste, ça dit quoi, la condition de normalisation? Ça dit que la probabilité de présence de trouver une particule, ça, c'était dans un volume dV. Maintenant, si vous faites la somme sur tout l'espace et que vous cherchez la probabilité de présence d'une particule dans tout l'espace, vous allez nécessairement trouver, vous avez 100% de chance de la trouver puisque vous avez fait la somme sur tout l'espace. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la normalisation. Donc, savoir qu'il s'agit de ce psi carré là, il vérifie une certaine condition supplémentaire qui est la condition de normalisation. Et donc, ça dit juste tout simplement que si on intègre sur tout l'espace et qu'on fait la somme des probabilités sur tout l'espace, on va forcément trouver 1. Après, qu'est-ce qu'il y a d'important là-dedans? Le fait que ça permette d'interpréter les phénomènes d'interférence. Donc ça, ce qui est développé ici sur les expériences d'interférence et le petit calcul de la probabilité quand on ouvre une fente ou quand on ouvre les deux, de montrer que vous avez finalement... alors ça, ce serait peut-être quelque chose qu'on vous resuggérerait de mettre en évidence, mais voilà, il faut en avoir un peu conscience que quand on somme quand la fonction d'onde c'est la somme des fonctions d'onde, mais la somme des fonctions d'onde, c'est finalement pas équivalent de sommer des fonctions d'onde et de sommer les modules de la fonction d'onde. Donc, pour avoir la probabilité de présence d'une particule lorsque vous avez la superposition des deux situations, il faut savoir qu'il faut sommer les fonctions d'onde, ça c'est important. Donc, vous avez phi1 pour la situation 1, vous avez phi2 pour la situation 2, donc vous avez la fonction d'onde qui est associée à la superposition des situations 1 et 2. Ça, c'est phi1, c'est on ouvre la fente 1, phi2, c'est on ouvre la fente 2, et phi, c'est les deux sont ouvertes. Donc la fonction d'onde qui est le résultat de la superposition de deux situations, c'est la somme. Mais après, si on doit aller calculer ensuite la probabilité de présence en un certain point de l'espace de la particule, eh bien, il va falloir revenir à la notion de probabilité de présence et donc apparaîtra non plus les modules des phi1 et phi2, mais la somme de phi1 plus phi2 et dont on prendra le module au carré. Donc ce petit calcul-là qui vous montre que finalement la superposition des deux situations n'est pas équivalente à sommer
les observations sur l'écran, ça c'est important. Je ne sais pas si je suis très claire. C'est un peu compliqué de faire ça rapidement et en plus à distance, mais voilà, l'idée que pour avoir le résultat de la superposition, on somme les fonctions d'onde, mais ça ne revient pas à sommer les observations sur l'écran, si vous voulez. D'où l'apparition des phénomènes d'interférence, alors que si on regarde les deux situations indépendamment l'une de l'autre, on a sur l'écran, je ne sais pas où est-ce qu'il est mon dessin de l'écran là, avec les observations, mais voilà, si vous avez voilà, ce que l'on observe et la luminosité de l'écran est telle que si on ouvre la fente 1, on a une espèce de tache de diffraction, hein. Si on ouvre la fente 2, on a une autre tache de diffraction, et si on ouvre les deux fentes, eh bien, on a cette figure d'interférence qui s'est ajoutée et qui s'interprète grâce à la notion de fonction d'onde associée à la particule. Bon, ça me paraît important, mais pas tellement au-delà de ce que je viens de raconter là, hein. Ça reste assez qualitatif et éventuellement, on vous fera travailler à partir de la définition de la fonction d'onde sur pourquoi pas le petit calcul qui est fait là, parce que qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve une formule qui a la forme comment on avait appelé ça? La formule des interférences, avec on somme les amplitudes et puis il y a un terme supplémentaire qui est le terme d'interférence qui fait apparaître le déphasage ici entre les deux fonctions d'onde phi1 et phi2, et donc qui lorsqu'on a fait des sommes d'ondes, qu'est-ce qu'on avait fait nous avec des déphasages, des ondes comment dire, sonores ou les vagues, et bien on avait vu qu'il fallait sommer les amplitudes et puis qu'on voyait apparaître ensuite les déphasages entre les deux ondes. Donc c'est un petit peu cette notion de formule des interférences qui est importante. Et puis éventuellement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, savoir si on peut vous le poser typiquement en exercice, ce genre de petits problèmes. On vous donnera l'équation de Schrödinger, qui, si mes souvenirs sont bons, n'est absolument pas au programme. Donc c'est une équation différentielle, hein, ici de degré 2, toute simple, hein, c'est simplement en faisant la résolution et à partir des conditions aux limites, à savoir que l'énergie potentielle est infinie en 0 et en L, l'énergie potentielle elle est là, hein, eh bien on peut retrouver la quantification ici de l'énergie. En fait, on cherche des fonctions propres qui sont solutions de cette équation différentielle. Alors, l'étoile, la notation avec l'étoile à la première ligne, page 14. C'est peut-être un complexe conjugué, je pense. Ça doit être... Attendez, ça se trouve, je dis n'importe quoi, ça n'a rien à voir. Allez, vous la passez. Excusez-moi, je l'ai passé. Ça doit être un complexe conjugué pour faire... Oh là, tout en haut, je vais y arriver. Je vais y arriver. Qu'est-ce que vous m'avez dit? Tout en haut? C'est là. Je vois pas. C'est première ligne, deuxième ligne. Oui, c'est quand on fait le module, en fait. Quand vous avez calculé le module, comme ce sont des complexes, hein. Vous voyez, vous faites le produit du complexe par son conjugué, puis quand on développe, pour calculer un module, hein, vous faites phi. Alors, c'est complexe conjugué, la notation n'est peut-être pas habituelle, c'est ça, vous mettez une petite barre au-dessus, vous. Mais voilà, c'est le conjugué. Tout simplement, donc c'est le développement de ce qui est au-dessus, là. Et puis après, si vous reprenez la forme avec module argument, vous allez voir apparaître les exponentielles phi1, phi2, et puis la différence entre phi1 et phi2. Voilà. Voilà, ici on raisonne en complexe. Voilà, les grandeurs sont des grandeurs complexes, et après on va chercher le module de la fonction d'onde, hein, qui va vous permettre d'accéder à la probabilité de présence, hein, et puis la phase, je ne sais plus, mais je ne sais plus. En fait, c'est surtout le module de la fonction d'onde qui nous importe pour la probabilité de présence par la suite. Est-ce que ça va à peu près? Ouais. Ça va aussi pour ce qui est important. Donc, je reviens sur le dernier petit exercice qu'il faut éventuellement s'entraîner à résoudre. Étant donné l'équation de Schrödinger, s'entraîner à résoudre ça.
Donc, on vous la fournira, encore une fois. Puis, ceux qui iront en MP l'année prochaine poursuivront ça et puis développeront, alors je ne sais plus trop dans quelle mesure, mais la mécanique quantique, pour ceux qui iront en PSI, ça s'arrêtera à ça. On fera peut-être quelques petites applications, mais il n'y a pas de mécanique quantique en onde que l'on a pu faire précédemment. Est-ce que ça va à peu près? Oui. Donc, si vous avez bien compris, enfin, au moins à peu près quelques notions là-dessus, on pourra enchaîner jeudi sur le cours sur le tableau périodique. Je vais fermer la porte parce qu'il y a beaucoup de bruit autour de moi. Hop, me revoilà. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous voulez qu'on passe à la mécanique plus classique, on va dire? Beaucoup plus classique. Et les satellites et planètes. Et si vous avez d'autres questions. Alors, l'application 4, vous avez raison. Qu'est-ce que c'était ça, l'application 4? Vous avez raison, c'était la Cristallo. Tout à fait, Elisa. Merci de me remettre sur les rails. Tout à fait. Alors, l'application 4 du chapitre de Cristallo. Graphie. Alors, j'ai oublié de l'ouvrir. Tiens, j'y reviens. Donc, on commence par ça, et puis après, on va enchaîner avec... qu'est-ce que j'en ai fait? Hop, donc il faut que j'aille le chercher. Alors, l'application 4, je vous fais un petit partage d'écran éventuellement et je commente. Alors, on est là, voilà. Hop. Donc, c'est parti. Alors, attendez, il faut que j'aille sur le Discord. Là, on est où là? On est ici. Comment on fait déjà? Là, partager du contenu. Non, c'est pas ça. Alors, attendez. Hop, bon. On en est où? Donc, on en est à... qu'est-ce qu'il fallait faire? Je ne me rappelle plus. Si, il fallait déterminer le nombre. Donc, on en était à... C'était indiqué, mais on va le remontrer, que le sulfure de cadmium, donc CdS, cristallisait comme le sulfure de zinc, donc comme la blinde, et que c'était donc cette façon ici, on peut aller où, comme ça, donc cubique face centrée avec occupation de la moitié des sites tétraédriques. Et l'idée, c'était à partir, donc, hop là, je reviens à l'exercice, à partir de la donnée de la masse volumique, il y a un point virgule là qui devrait être un point, donc 4835 kg par mètre cube, et le paramètre de maille. Donc, vous voyez, par exemple, le paramètre de maille, typiquement, hein, on les mesure avec la petite photo là. Il y avait ça sur le poly de mécanique quantique, puis il y avait ça aussi dans la page sur la cristallographie, hein, des images justement de diffraction à rayon X, enfin des figures observées quand on envoie ça sur des réseaux ou même des cristaux ou même des
qui s'appellent des quasi-cristaux. J'ai un peu oublié ce que c'était, mais ça fait souvent des belles figures de diffraction. Bon, bref, enfin, donc à partir de là, voilà, vous avez la solution qui s'affiche parce que à partir de la masse volumique, étant donné que c'est la masse de la maille sur le volume de la maille, que dans la masse volumique apparaît donc le nombre d'entités, le nombre de CDS par maille, ici c'est du sulfure de cadmium. Donc à partir de la valeur de la masse volumique et de la donnée du paramètre de maille, on peut en déduire la valeur de N. Donc la masse molaire, elle est donnée, 144,47 grammes par mol. Le nombre d'Avogadro, on l'a déjà utilisé. Le paramètre de maille, ici, mesuré éventuellement diffraction rayon X. Et à partir de la mesure de la masse volumique, on en déduit la valeur de N. Voilà, donc on trouve évidemment quelque chose qui va être très très proche d'un entier. Évidemment, vous ne mettez pas 3,998, vous mettez 4. Et ça dit qu'il y a 4 CDS par maille. Donc le CDS, on appelle ça une unité formulaire ou, qu'est-ce que j'avais dit la dernière fois? Entité, non, je ne sais plus. Bon, entité, non, qu'est-ce que j'ai dit? Je ne me rappelle plus. Bon, bref, ça s'appelle l'unité formulaire CDS. Donc 4 CD de plus et 4 S de moins dans une maille. L'autre calcul, c'était la compacité du système. Alors, pour avoir la compacité du système, c'était le volume occupé effectivement par les sphères sur le volume de la maille. Chaque sphère, c'est 4 tiers de pi fois r au cube. Donc, vous avez les cations et les anions à prendre en compte, sachant qu'il y a 4 anions et 4 cations dans une maille. Là encore, apparaît la population. Donc, ne pas oublier de mettre la population pour avoir la compacité. Et puis, on divise par le volume de la maille. Ici, donc, il nous manque un truc, c'est le rayon du cation, parce qu'ici, vous avez déjà le rayon de l'anion. Donc là, ça fait appel à la notion de sphère tangente. Qu'est-ce qui est tangent dans le cristal ionique? Eh bien, vous avez un contact entre les cations et les anions au niveau, hop, on peut revenir ici, de la demi-diagonale. Donc c'est ici, hein, le cation il est au centre du site tétraédrique et l'anion il est au sommet ici du cube. Donc là vous avez un contact, sachant que petit a c'est le paramètre de maille, donc c'est le côté du cube, que ici vous êtes sur la demi-diagonale du petit sous-cube. Donc c'est du a racine de 3 sur 4, cette longueur-là. La demi-diagonale d'un petit sous-cube d'arêta sur 2, déjà, donc ça fait du a racine de 3 sur 2 divisé par 2, donc a racine de 3 sur 4. Là, vous avez contact entre le cation et l'anion, donc R+, plus R-, bon ça c'était des calculs qu'on avait déjà fait, hein, mais R+, plus R- égale, je redescends, a racine de 3 sur 4. Comme on a R-, comme on a A, on en déduit R+. Et puis ensuite, avec la valeur de R+, on peut injecter pour trouver la compacité du sulfure de cadmium. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? Ça va, c'est plutôt reposant. C'est juste de la géométrie. Il n'y a pas trop de concepts compliqués là-dedans. Enfin, j'espère. J'ai écrit, moi. Je me suis trompée dans mes corrigés. Bon, c'est pas grave. Donc, le transfert d'orbite, est-ce que vous voulez qu'on regarde un petit peu le corrigé ensemble? Je ne sais pas si c'est moi, mais je ne l'ai pas vu en ligne avant le cours. Ah oui, je